Salut les Radio Geeks, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une console, alors pas la D70 qui est derrière moi, une autre, la Harris Impulse, dont j'ai la chance d'avoir un exemplaire, je vous raconterai comment il est arrivé chez moi. Faut savoir que mes consoles préférées c'est les Pacific et c'est un petit peu les consoles préférées de tous ceux qui aiment bien des trucs complets et fonctionnels, et ça a été les premières consoles vraiment faites pour la radio avec la forme de console qu'on connaît aujourd'hui. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas il faut savoir que Harris a racheté Pacific en 1999 et ça leur a permis de faire la Harris Impulse que je vais présenter aujourd'hui et qui ressemble en tout point aux consoles Pacific. Il y a quelques temps, je discutais avec un ami qui a un magasin de vente de matériel audio d'occasion, enfin surtout de matériel radio d'occasion, et il m'a envoyé une photo d'un truc et derrière j'ai vu une console bien cachée. Je me suis dit mais ça c'est une Harris Impulse, une console que j'aime bien. Du coup je lui ai demandé si c'était ça, il m'a dit oui. Parce qu'il m'a demandé si je la voulais, il m'a fait un bon prix d'amis et du coup j'étais obligé d'aller la chercher. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai grandi à Genève, donc forcément j'écoutais Énergie Léman, c'est la locale d'énergie dans la région, un peu particulière, et du coup dans le studio il y avait une Harris Impulse. Je l'ai jamais vue de mes propres yeux, je l'ai vue que en photo, mais du coup c'était une console que je devais avoir dans ma collection de matériel audio. Vous me direz, ça prend un peu de place quand même pour un objet de collection, surtout ma femme qui me dit ça, mais enfin j'ai désormais une Harris Impulse. Par contre pour le moment je sais pas du tout quoi en faire, vu que j'ai déjà une autre console dans mon studio. Je suis dans l'hésitation entre remplacer la D70 par celle-là, vu que j'ai pas d'attachement particulier avec les D70, c'est juste que c'était ma première grosse console de radio, ma deuxième console de radio. La première était toute petite, ou si je l'affiche au mur comme un tableau, à méditer. En tout cas pour le moment elle est sauvée, c'est ce qui compte. Je vous propose de débuter par une petite visite de la console. La Harris Impulse existait en bac de 20 et de 12 faders sans compter le telco. Ici il y a les boutons pour le timer qui est sur l'écran là. Bon, la console est éteinte, on verra plus tard. Remote Line Selector, c'est en gros pour brancher plusieurs sources qu'on n'utilise pas souvent. Ça peut être utile par exemple pour mettre une Deloc ou d'autres trucs du genre, ou un lecteur cassette si tout d'un coup on a une cassette à lire, et de les avoir sur une seule tranche, donc ça évite d'occuper des tranches avec des choses qu'on n'utilise pas souvent, et ensuite on sélectionne en appuyant dessus la source qui sera envoyée vers la tranche. On a deux Remote Line Selector, donc on peut lier ça à deux tranches différentes, ou alors lier un Remote Line Selector à une entrée de l'autre, et comme ça avoir tout sur la même tranche et sélectionner comme ça, avec l'espace pour mettre les étiquettes. C'est très bien pensé. Là c'est des boutons, je ne sais pas du tout ce que c'est, c'était dessus sur cette console, mais vu que là il y a pub et local, j'imagine que ça vient de l'antenne locale d'un grand réseau, d'un réseau national. Peut-être si ça vous parle ces boutons, vous n'hésitez pas à me dire. En tout cas ça sert à être pour lancer la pub, et ça je pense pour prendre la main en local, et ça aucune idée. C'est possible que ce soit pour arrêter ou lancer des micros. Dans certains studios c'est possible de brancher plusieurs micros sur la même tranche et ensuite de pouvoir les ouvrir ou fermer séparément. Je suis pas sûr que c'était le cas sur cette console, mais c'est pas impossible. Les tranches c'est toutes les mêmes, que ce soit micro ou entrée ligne. Il y a des préamplis micro, mais du coup ils sont séparés, et ensuite on branche le micro au préampli micro, et ensuite on câble le préampli à une des entrées, ce qui fait qu'on peut mettre les micros soit tout à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit un sur deux, exactement comme vous voulez. Ça c'est différent que d'autres consoles où je connais, où du coup il faut changer les cartes. Cette console, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup on peut pas échanger les tranches là, c'est pas du tout modulable. En fait ça c'est peint, c'est original. C'est la seule console que je connais qui est comme ça, en tout cas dans les consoles Pacific, Harris et AudioArts que je connais bien. Du coup pour chaque entrée il y a un sélecteur A ou B, donc on peut brancher deux sources sur la même tranche et puis commuter d'une à l'autre comme ça, sachant que le start-stop a priori ne fonctionne que sur le A, donc si on est en B on ne peut pas lancer de commande start-stop. Ensuite les bus sur lesquels on va assigner la tranche. Cette console elle a 3 bus, programme 1, 2, 3. Un bus offline qui est utilisé pour le téléphone pour discuter hors antenne sans devoir utiliser un des bus de la console. C'est pratique parce que comme ça on sait tout de suite lequel c'est. Et puis évidemment le bus Q qui permet de préécouter. Donc toutes les tranches sont pareilles avec le on-off. Ce qui me fait aussi dire que cette console venait d'un réseau, c'est les tranches pour les cartoucheurs A2i, qui du coup sont quand même intégrés de façon moins sympa que sur d'autres consoles. C'est moins stylé que sur la AudioArts, vu que ça oblige d'avoir ces gros pavés là. Mais bon, ils n'avaient pas trop le choix, d'ailleurs ils ont dû découper dans la console pour les fixer. On verra après comment c'est dessous. Les seules tranches qui sont fixes à un endroit précis, c'est le telco. Je sais pas pourquoi ça a ce nom, mais sur toutes les consoles américaines ça s'appelle telco. C'est le module pour le téléphone. D'ailleurs telco 1 et telco 2 ils ont mis le 1 à droite, comme ça on est sûr que c'est celui qui est tout à droite.
Du coup sur le telco pareil, programme 1, programme 2, programme 3 ou hors ligne, le QO pour préécouter. Et puis l'autofeed, ça c'est une fonction très utile où en gros ça va switcher tout seul entre le offline et le programme 1 si la tranche elle est allumée ou éteinte. Donc si je starte la tranche, et l'auditeur va directement basculer sur le programme 1 et si je la stop il va revenir sur le bus hors ligne. Sur le telco il est équipé du mix minus ou du retour -1. Donc en gros l'auditeur il reçoit un bus qui contient toutes les tranches qui sont affectées au programme 1 ou au programme hors ligne, mais sans entendre sa voix évidemment. Et pareil sur le téléphone 2, évidemment ils s'entendent entre eux si jamais on veut passer 2 auditeurs à l'antenne en même temps. Donc ça c'est vachement abouti, un peu comme sur toutes les consoles de ce genre. Ça c'est, j'allais dire la tranche, mais du coup c'est pas vraiment une tranche, c'est le contrôle du studio. Donc on a le volume du Q évidemment, le volume du casque, le volume dans la control room et le volume dans le studio. Toujours une petite nuance là sur ces consoles, je sais pas si vous savez, le control room c'est la pièce où se trouve la console et souvent c'est pas la même pièce que le studio. On pourrait avoir une vitre avec des animateurs qui sont de l'autre côté de la vitre, du coup le son pour eux il est différent. Ce serait le studio monitor, alors que ici c'est le control room monitor qu'on utilise pour régler le volume. Et par exemple, si les micros ils sont tous dans l'autre pièce, on peut les affecter à l'autre pièce et du coup, quand on les allume, ça va pas couper le son dans la control room et on va entendre quand même les micros dans les enceintes parce que comme il y a la vitre, il n'y a pas de risque de larcène. Ici on peut choisir ce qu'on veut entendre dans la control room et dans le studio. On peut écouter le programme 1, le programme 2, le programme 3 ou le mix du telco. Et puis on peut aussi écouter 3 autres entrées qui peuvent être branchées ici et sélectionnées. Ces entrées ça peut être soit directement une entrée ligne, soit une des entrées du RLS ici qui serait renvoyée là si jamais on veut pouvoir choisir entre plusieurs entrées, par exemple plusieurs diffusions dans la région, si on a différentes zones de pub, des trucs comme ça. En général dans les studios des grands réseaux, ce genre de consoles elles sont mixées plus bas avec un autofader pour pouvoir ajouter la pub et la pub ne passe jamais par la console, ça lui permet d'être forcé si jamais l'animateur la lance pas et du coup on peut pas l'arrêter en baissant la tranche ou en stoppant la tranche. Et du coup généralement le résultat du mix de la pub avec les consoles il est repris ici et puis c'est ça qu'on peut écouter dans le studio, comme ça on entend la pub dans les enceintes, autrement on les entendrait pas. Le petit bémol c'est que du coup le vumètre est à 0 quand il y a la pub qui joue, mais il n'y a pas trop de possibilités avec ça. Sur cette console d'ailleurs le vumètre il y en a un affecté seulement au programme 1, on peut pas modifier, et un affecté seulement au programme 2 et 3 et justement on peut choisir entre le 2 et le 3. Mais contrairement à d'autres consoles, on peut pas avoir une entrée extérieure qui revient dans le vumètre. Je l'ai vu dans aucun studio de réseau, en général ils s'en fichent et puis le vumètre reste à 0, mais sur la D70 ce serait possible de reprendre le mix de la pub plus de la console et de le renvoyer dans une entrée qui peut être sélectionnée pour être affichée sur un vumètre. Vous le verrez si je fais une vidéo sur ma D70. Et puis on peut aussi voir le Q sur le vumètre du programme 2 et 3, même s'ils l'ont pas écrit. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Talkback, c'est pour parler dans les enceintes du studio monitor, donc ça coupe le volume du studio monitor et ça prend le son du petit micro qui est là. Sur certaines autres consoles ça prend le son du micro numéro 1 ou d'un micro qui est sélectionné, mais sur celle-là il y a un petit micro ici. Sur cette console le casque il est sur le côté à droite, je trouve ça un petit peu marrant. On voit la prise casque ici, d'ailleurs elle est un petit peu loin, un peu chelou. Au moins ils ont mis une flèche pour pas qu'on la cherche pendant des jours. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la présentation de cette console. Maintenant vous savez l'utiliser aussi bien que moi. Je vous propose de passer à l'intérieur. Alors là c'est marrant, il y a 2 petites vis ici à dévisser. Enfin c'est même pas vraiment des vis, c'est ces clips qu'on tourne d'un demi-tour. Et puis là on peut l'ouvrir normalement. Hop. Donc là ça s'ouvre comme ça. Je précise qu'on peut pas changer des modules pendant qu'elle est on-air, contrairement à d'autres consoles. J'ai pas essayé, mais en tout cas le mode d'emploi dit que c'est pas possible, donc à ne pas faire. Et puis elle a une architecture qui est assez intéressante parce qu'elle est constituée de 3 cartes mères et 3. Et il y en a 2 qui sont identiques. Je sais pas si on peut les échanger, je vais pas tester, mais du coup elles sont identiques, elles gèrent des entrées et puis c'est tout. Là il y a des ponts qui permettent de passer à chaque fois sur la carte suivante. Et puis la carte mère qui est tout à droite, elle contient d'autres choses liées justement aux modules qui sont tout à droite, par exemple le telco ou la gestion du son dans les studios. Ce que vous voyez là, les petites cartes qui se ressemblent pas toutes, c'est les entrées qu'on peut sélectionner. Du coup, il y a des entrées analogiques, il y a des entrées digitales, donc AES ou SPDIF, SPDIF, ou encore des entrées optiques.
Ici, cette console, elle a normalement des entrées analogiques, c'est celle qu'on voit à gauche ici. Et puis des entrées digitales, c'est celle qu'on voit ici, sans doute parce qu'elle était branchée à A2i en digital, tandis que les micros étaient analogiques. Donc ici on voit bien que les 6 boutons qui étaient à gauche, là, sont reliés à rien à l'intérieur de la console, c'était vraiment des boutons qui servaient à autre chose. Ça c'est le verso des faders, donc ils sont 2 par 2. On peut changer les pièces, heureusement, pour les remplacer 2 par 2. Ici on voit l'intégration du cartoucheur A2i qui a été faite avec ces sub D25 typiques qui traversent un peu toute la console de façon très propre et qui sortent là-bas derrière, c'est carré. Ici il y a les potentiomètres pour le volume dans le studio, le Q, etc. Il faudrait que je les démonte une fois pour bien nettoyer dessous parce qu'elle était pas super propre quand je l'ai reçue vu que ça faisait longtemps qu'elle traînait. Mais il faut que je me motive à faire ça. Contrairement à la D70, même si c'est une console digitale, donc le son il est traité de manière digitale et pas de manière analogique comme sur les anciennes consoles Pacific, on ne peut pas la programmer en sériel depuis un ordinateur, par exemple en RS232. Par contre on peut la régler par Deep Switch. Je vais essayer de zoomer pour que ça reste lisible. Donc les Deep Switch se trouvent pour chaque tranche, en haut du processeur de chaque tranche. Et ils permettent de décider si on veut par exemple que quand on allume la tranche ça coupe la control room, donc si c'est un micro ce serait bien d'éviter les larcènes. Évidemment toutes ces fonctions elles sont disponibles pour l'entrée A et pour l'entrée B de chaque tranche. En ce qui concerne la connectique, j'ai pas encore tout pu creuser, c'est ces connecteurs noirs là, hyper compacts qui font tout. Bon du coup évidemment 3 fils par canal, donc en général c'est des prises à 6 fils. J'ai pas vu ça sur d'autres consoles, donc je sais pas si le but c'était qu'on soit obligé d'acheter les prises chez eux, parce que chez Harris en général il y a des références mais internes à l'entreprise, ils donnent pas les références des fiches à l'extérieur, même si j'imagine que ça se passe un peu sous la table, ou si juste ils ont voulu tester ça puis ça a pas suivi, ou juste je suis pas au courant d'autres consoles qui utilisaient. La D70 elle a des connecteurs blancs en ligne, et puis la D75 elle a des connecteurs sub D qui à mon avis c'était la meilleure solution, le sub D, mais sans doute que ça n'existait pas à l'époque. Enfin si vous en savez plus n'hésitez pas à me dire. Et ici on a à chaque fois chaque canal avec sa fiche logique dessous. En ce qui concerne les sorties logiques, le mode d'emploi est très cool parce qu'il donne exactement le câblage à faire pour brancher un Denon DN951FA. Du coup là il n'y a même pas besoin de réfléchir, et elle admet aussi des fonctions assez cool du genre le clignotement du bouton pour indiquer que le disque est bientôt fini. Les entrées logiques, il y a évidemment la pulsation start et la pulsation stop pour commander un lecteur à distance. Le signal qui indique que la lumière sur le bouton doit clignoter, comme je viens de vous expliquer. Aussi on peut récupérer l'état de la console, donc en on ou en off, si jamais on veut déporter des boutons pour les micros des animateurs qui ne se trouvent pas dans le studio. Elle possède aussi la fonction tousser, c'est tenir appuyé sur le bouton start d'une tranche micro pour le couper jusqu'à ce qu'on relâche, si on doit tousser. Donc ça peut aussi être contrôlé en déporté. Elle supporte aussi la fonction talkback en déporté, donc si on appuie sur talkback, on peut parler depuis un micro à la control room, ça c'est super pratique, justement si les animateurs se trouvent pas dans la même pièce que le réalisateur. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je serais curieux de savoir ce que consomme une DHD, faudrait que je me renseigne, ou une Axia. Cette console elle me paraît quand même relativement économe parce qu'elle consomme 172,5 watts, ce qui fait que c'est 3 fois moins, même 3,33 fois moins que ma D70. Peut-être qu'il faudrait que je les échange pour des raisons d'écologie. Je me rappelle plus si je l'ai déjà démarré ou pas depuis que je l'ai. Donc là je l'ai branché, on va la démarrer ensemble puis on va voir ce qui se passe. J'espère qu'elle n'a pas explosé. Ça n'a pas explosé. Très beau, très beau. Par contre j'ai pas de connecteur, donc je peux pas vous montrer le son qu'elle donne ni écouter de la musique. Ça évitera d'avoir des problèmes avec YouTube. Par contre on peut juste voir que les boutons sont bien. Ça marche pas mal. Ça c'est très beau. Ils sont vraiment chouettes ces LED. Dommage qu'on puisse rien voir au vumètre. Le choix de A à B, c'est un relais. Quand on commute de A à B, ça stoppe la tranche en question. Ici, le auto-feed. C'est bizarre.
Parce que du coup, ça clignote pour me dire que je suis obligé d'en sélectionner un. Ah ouais, si la tranche est stoppée, ça clignote pour me rappeler que c'est celui que j'ai sélectionné. Et puis si je lance la tranche, ça vient fixe. Ça, c'est vraiment très bien fait. Ah, la loupiote du talkback a pas l'air de fonctionner. Ou alors je sais pas l'utiliser. Le Q du meter select, faut tenir appuyé. C'est pas mal, ça évite de l'oublier enclenché. Ici vous avez le timer et l'horloge. Je crois que l'horloge elle se règle avec un aimant qu'il faut faire tourner ici. C'est un petit peu chiant, faut que je me procure cet outil. Si vous savez où on trouve, dites-moi. Je crois que c'est la même chose sur les autres consoles Pacific connues. Bon voilà, les contrôles du timer. On peut pas faire grand chose de plus sans brancher du son. J'espère que cette vidéo sur la Harris Impulse vous a plu, que vous avez appris des trucs. Ça vous fait plaisir de découvrir comme ça des consoles qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Si vous savez dans quel studio il y en a encore, n'hésitez pas à me dire. Ce serait sympa d'avoir des photos d'une Harris Impulse en fonctionnement. Et puis dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo. Ça me motivera à en faire d'autres et à aller chercher d'autres trucs dans ma cave. Bon, celle-là en plus elle est même pas vraiment dans ma cave, elle est dans ma bibliothèque. Mais façon de parler.